Bienvenue à tous sur Public Sénat. On refait la séance, on va débriefer les questions d'actualité. Et les questions d'actualité sont nombreuses. Aujourd'hui, pour en parler, pour développer toute cette actualité avec nous, Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Sénatrice PS de l'Oise, porte-parole du Parti Socialiste. Avant de développer toute cette actualité, il y a une actualité très importante aussi, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Dieudonné. Vous savez évidemment de quoi on parle. Une décision très importante a été rendue par la justice aujourd'hui à Nantes. Tout simplement, elle suspend l'arrêté qui a été pris par le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre était ici au Sénat. Nous lui avons posé la question. Écoutez. L'arrêté préfectoral n'est pas annulé, il est suspendu puisqu'on est dans une procédure de référé. Et comme le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, l'État fait appel. Et c'est au Conseil d'État que maintenant de se prononcer. Donc moi je prends acte de la décision de suspension du tribunal administratif de Nantes, mais c'est l'appel qui sera jugé par le Conseil d'État qui dira le droit. Par contre, en ce qui concerne le combat contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, ce combat, il doit rester intransigeant et déterminé et il continuera quoi qu'il arrive. Laurence Rossignol, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est allé peut-être un petit peu trop vite avec cet arrêté, et notamment le ministre de l'Intérieur ? Je crois qu'il faut attendre la décision du Conseil d'État pour tirer des conclusions politiques et juridiques sur ce dossier. Pour le moment, effectivement, il y a une décision de première instance du tribunal administratif et c'est au Conseil d'État qu'il va revenir de se prononcer définitivement sur le fond. Donc moi je ne peux rien dire tant que j'ai pas vu la décision du Conseil d'État. Voilà, donc le gouvernement a été actif et je ne crois pas qu'on puisse reprocher à un gouvernement d'être trop actif dans la lutte contre l'antisémitisme et la dénonciation de ces spectacles qui, sous prétexte d'humour, ne sont en fait que des spectacles nauséabonds et illégaux. Parce qu'en France, l'antisémitisme, le négationnisme sont des pensées illégales, ce ne sont pas des opinions. Je comprends très bien que vous attendiez la décision du Conseil d'État, mais simplement sur cette décision de justice. Elle prouve aussi tout simplement qu'il est difficile d'interdire de s'exprimer et d'interdire un spectacle en fait. Écoutez, fort heureusement, en France, on a un droit très protecteur des libertés publiques. Donc l'interprétation qu'on a été faite par le juge administratif, qui par ailleurs relève quand même une série d'éléments importants, c'est-à-dire qui confirment le fait qu'on ne peut pas faire un spectacle antisémite, mais qui fonde sa décision sur d'autres données, c'est-à-dire sur des questionnements sur ce qu'on sait par avance de ce qu'il y a dans le spectacle. C'est plutôt bien d'avoir une loi protectrice des libertés publiques et en même temps nous avons des lois qui nous protègent de l'antisémitisme et du négationnisme. On est à un point où il faut trouver l'équilibre entre les deux et ça va se faire, la jurisprudence va le faire. C'est que ça pouvait être aussi un pari risqué de prendre cette affaire par ce bout-là en fait, et que le prendre au portefeuille comme il a été le cas aussi dans une autre stratégie de la part du gouvernement était peut-être la seule et unique solution à faire, quitte à en faire aujourd'hui un symbole, Dieudonné. Il devient un symbole. C'est une sorte de boomerang pour vous. C'est un souci pour la société française. Ce qu'on peut relever quand même, c'est qu'à l'issue de cet engagement du ministre de l'Intérieur et du gouvernement, il y a un débat dans la société française. Plus personne ne peut dire qu'il va à un spectacle de Dieudonné parce qu'il a juste envie de bien rigoler pendant une soirée. Maintenant, tout le monde sait ce qui se passe et ce qui se dit dans ces spectacles. Vous le saviez, moi je le savais, un certain nombre d'entre nous le savions sans y aller, bien entendu. Mais beaucoup de gens étaient encore dans le Dieudonné d'hier ou d'avant-hier qui les avait fait rire. Moi, celui-là ne fait plus rire. Oui, mais je comprends très bien. Mais la circulaire, et là je vous donne une déclaration qui vient de Jack Lang, que vous connaissez bien, parce qu'il est membre du Parti Socialiste, il me semble. La circulaire n'est pas conforme au droit, dit Jack Lang. C'est une atteinte à la liberté d'expression. C'est ce que dit la justice aujourd'hui. C'est ce qu'a dit le tribunal administratif. Et réellement, j'attends le Conseil d'État pour savoir ce qu'il en est. Vous savez, moi, je suis une ancienne étudiante en droit. On commandait les grands arrêts du Conseil d'État et pas les arrêts de tribunal administratif. Nous accueillons... Sans mépris pour les tribunaux administratifs, bien sûr. Bien sûr, nous accueillons sur ce plateau, il vient de nous rejoindre Gérard Larcher. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Nous parlions évidemment de l'affaire Dieudonné, on en parle énormément. Jean-Marc Ayrault s'est exprimé évidemment pour condamner et il attend la décision du tribunal du Conseil d'État, et vous l'avez dit également. Sur le fond de cette affaire, est-ce que le gouvernement a eu raison de pratiquer cet arrêté et de demander l'arrêt de ces spectacles? En tous les cas, je partage avec l'exécutif et le gouvernement, j'allais dire, la décision que ça suffit, ce genre de propos
la défense de telles idées qui sont inacceptables dans une démocratie comme la nôtre. Alors après, c'est une affaire de procédure, de procédé, mais sur le fond, je partage. Sur le fond, également, vous partagez la stratégie qui a été menée par le gouvernement, c'est-à-dire de s'en prendre au spectacle lui-même et pas à l'humoriste, ou en tout cas à la personne Dieudonné? Je ne sais pas si c'était la cible la meilleure, mais sur le fond, et ça c'est l'essentiel, tout ce qui promeut le racisme et l'antisémitisme est insupportable. Et c'est un combat que nous devons partager. Je posais la question à Laurence Rossignol, vous n'avez pas peur que Dieudonné aujourd'hui devienne un martyr, un symbole? En tous les cas, le vrai martyr, aujourd'hui, ce serait la démocratie et le respect des autres. Et c'est la seule chose qui compte. Je voudrais qu'on en vienne à une autre affaire, évidemment, qui secoue cette fois l'institution Sénat. Gérard Larcher, Laurence Rossignol. Je veux bien sûr parler de l'affaire Serge Dassault, qui a gardé son immunité de parlementaire hier par le vote du bureau du Sénat. Gérard Larcher, le Premier ministre, a très clairement dit que vous à l'époque où vous étiez président du Sénat, c'est vous qui avez mis en place ce vote à bulletin secret. Il dit aujourd'hui, c'est de la faute de la droite finalement, il faut faire le vote dans l'hémicycle, devant tout le monde, et que tout soit su. Et c'est aussi ce que vous dites, Laurence Rossignol, c'est en tout cas ce que vous avez déclaré ce matin. Attendez, je vais d'abord répondre parce bien sûr. Je suis mis en cause par le Premier ministre. Je voudrais rappeler d'abord que c'est une réforme constitutionnelle de 95, une réforme de Jacques Chirac, qui a réduit l'immunité parlementaire et qui a limité l'immunité parlementaire et qui a confié au bureau le soin de lever ou non cette immunité parlementaire. Je voudrais rappeler aussi qu'au cours de ma présidence du Sénat, j'ai eu 2 dossiers à examiner, qui étaient tous 2 concernant des membres de la majorité, Gaston Floss et René Vestry, et que par 2 fois, sur les 3 examens que nous avons eus, le bureau du Sénat, à bulletin secret, a levé l'immunité parlementaire. Et donc, aujourd'hui, c'est la responsabilité du bureau, majoritairement à gauche, d'assumer le vote qui a été le sien hier. Quant au vote au bulletin secret, il est exact qu'à l'unanimité du bureau, nous avons retenu cette procédure parce que le vote personnel est un principe. Et quand on vote pour le président du Sénat, on ne vote pas à main levée. Il s'agit d'une affaire personnelle, une décision du bureau. Et nous avons considéré que c'était un vote de conscience et non un vote de discipline politicienne. J'appelle donc à la conscience. La majorité du bureau du Sénat, c'est sa conscience qu'elle doit examiner et rien d'autre. Tout le reste est mesure dilatoire. Laurence Rossignol, une réponse, ça mérite au moins aussi une réponse. Oui, plusieurs réponses. D'abord, une toujours pour les auditeurs, c'est que ce qui s'est passé hier au bureau du Sénat n'empêchera pas la justice de suivre son cours dans cette affaire. C'est la réforme Chirac de 95. Ce qui est important de le dire, c'est que malgré le refus du bureau du Sénat de lever l'immunité parlementaire de M. Dassault, la justice pourra l'entendre comme témoin assisté et le mettre en examen. Donc, juste ce qui s'est passé hier va compliquer un petit peu plus la tâche des juges qui instruisent ce dossier en empêchant qu'il soit mis en garde à vue ou en détention provisoire. Je tiens à préciser parce qu'en même temps, il faudra quand même rassurer les Français sur le fait que la justice n'est pas arrêtée à cause de cette décision. La deuxième remarque que je voulais faire par rapport à ce que vient de nous dire mon collègue Larcher, c'est que c'est peut-être un vote personnel et un vote en conscience, mais j'observe quand même que toute l'UMP a voté unanimement et solidairement pour, contre la levée de l'immunité de M. Dassault. Centristes et les non-inscrits, c'est pas la majorité. Et centristes et les non-inscrits, ce n'est pas la majorité, c'est la droite. Et la droite a voté en soutien à M. Dassault, ce qui limite le côté vote personnel. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'elle est plus, je dirais, sujette à discussion et peut-être à un débat. C'est, y a-t-il une place pour le vote personnel dans le vote des parlementaires? Oui. Moi, je ne le crois pas, monsieur. Je vais vous l'expliquer, je ne le crois pas. Je crois que nos votes que nous émettons en tant que parlementaires, nous devons pouvoir en rendre compte à tous les citoyens à chaque instant. Nous n'avons pas un vote personnel, nous n'avons qu'un vote que par mandat. Parce que nous sommes des parlementaires, parce que nous avons été désignés. Alors, il faut dire ce que nous alors il faut bouleverser les modes électoraux du président des assemblées. Une question très simple. Gérard Larcher, seriez-vous aujourd'hui d'accord pour qu'on fasse ce vote à bulletin ouvert ou public? Non, je dis qu'aujourd'hui c'est un débat qui mérite d'exister, mais ça ne peut pas être un faux semblant par rapport à une décision prise hier par une majorité qui n'était pas composée de la seule opposition. Donc aujourd'hui, il faut que
que la majorité de cette Assemblée regarde tout simplement vers elle-même. Et ça traduit simplement l'état de délitement de la majorité au Sénat. Le vrai sujet, c'est l'affaiblissement de notre institution. Est-ce que ce n'est pas une tâche pour nous le Sénat sommes en également, train pour de l'institution défaillir au Sénat, alors que nous avons une Assemblée, majorité et opposition, qui travaillent bien. Et en fait, nous ne comptons plus dans le pays. C'est la faillite qu'il nous faut préserver en quelque sorte, nous sauver de la faillite. Et ça n'est pas les mesures dilatoires que j'entends depuis hier qui permettront au Sénat d'être l'élément indispensable au bicamérisme. D'ailleurs, ne nous trompons pas, M. Carèche, M. Bachelet et Mme Le Pen, dans leur populisme là, ça démontre que le populisme à gauche et à l'extrême droite, au fond, c'est l'ennemi d'un bicamérisme qui est la démocratie parlementaire. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu en direct. Je suis désolé, Laurence Rossignol, on va devoir passer sur un autre débat. Je suis désolé, vous reprendrez bien sûr la parole une prochaine fois. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs à propos de l'affaire Dassault, eh bien le Premier ministre que nous avons aussi interrogé tout à l'heure. L'UMP a tout fait pour que l'immunité parlementaire des services d'assaut ne soit pas levée. Donc il faut d'abord rappeler cette responsabilité politique et morale. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est qu'il faut que la justice puisse faire son travail jusqu'au bout pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, qu'on soit parlementaire ou simple citoyen. Donc je suis choqué par cette décision du bureau du Sénat de ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Dassault. Deuxièmement, j'approuve tout à fait les déclarations du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui s'était prononcé et qui a voté pour cette levée d'immunité parlementaire et qui demande que désormais il n'y ait plus aucun vote à bulletin secret pour ce genre d'affaires. La justice peut, si elle le souhaite, très vite, compris demain, déposer une nouvelle demande de levée d'immunité. Et là, je crois que le contexte aura changé parce qu'on ne peut pas continuer avec ce genre de pratique qui porte atteinte à la démocratie, qui porte préjudice à la démocratie. Et ça, je ne le veux pas. Alain Vidalis nous a rejoint, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Alain Vidalis, vous avez entendu le Premier ministre sur cette affaire Dassault et vous avez entendu également ce débat qui était assez agité entre Laurence Rossignol et Gérard Larcher. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et est-ce que selon vous, il y a une tâche aujourd'hui sur l'institution Sénat? Avec le micro, ça sera peut-être plus simple. Vous savez, nous avons déjà eu plusieurs fois un débat ici dans lequel la droite du Sénat s'opposait à nos propositions sur la transparence, sur le cumul, avec chaque fois le même débat. Je disais, ou je dis encore, faisons attention, prenons conscience, ceux qui veulent défendre le Sénat, prenons conscience qu'il y a une rupture dans la population aujourd'hui par rapport aux élus, pas par rapport simplement au Sénat, et que chaque fois qu'un événement vient donner du grain à moudre à ceux dont le fonds de commerce est l'antiparlementarisme. Et c'est de ça qu'on aurait dû parler, que M. Larcher aurait dû parler. La question qui est posée, c'est celle-là. Il y a des gens aujourd'hui qui se frottent les mains au lendemain d'un vote pareil. C'est ceux dont le fonds de commerce est l'antiparlementarisme, c'est-à-dire l'extrême droite et c'est-à-dire Mme Le Pen. Et ceux qui pensent qu'on peut faire des considérations uniquement de politique politicienne après un événement pareil, je pense qu'ils sont en retard d'un débat ou d'une guerre dans la question démocratique. Faut-il aussi rappeler, c'est vrai que ça a été rappelé par Laurence Rossignol, que l'UMP et la droite s'est mobilisée pour Serge Dassault, mais qu'à gauche, il y a des voix qui ont manqué aussi de votre côté. Vous savez, il n'y a qu'une seule réponse pour éviter cette situation et l'impossibilité de répondre à votre question comme aux questions qui sont posées depuis 24 heures. Il y en a une seule, c'est la transparence. Je pense que ce qu'a dit le président Bel, c'est la seule réponse constructive. Et que tous ceux qui veulent, rendre public ce vote. Tous ceux qui veulent ou qui prétendent vouloir défendre le Sénat devraient aujourd'hui prendre conscience des dégâts et deuxièmement faire une démarche commune de principe disant, eh bien voilà, nous sommes tous d'accord, puisqu'au fond, demain, les juges peuvent ressaisir le Sénat de cette même affaire. Eh bien, si tout le monde aujourd'hui disait, on ne veut pas de ces mauvaises interprétations contre l'institution, puisque certains en profitent même, alors qu'ils ont participé à l'opération, en profitent même pour se poser, eux, en défenseurs du Sénat. Ça ne peut plus continuer comme ça. On est dans la petite politique politicienne. Il faut que l'institution soit défendue. Pour qu'elle soit défendue, il faut qu'elle se rassemble. Et si tout le monde aujourd'hui répond oui à la proposition du président Bel, alors enfin les Français comprendront qu'il y a eu un passage
difficilement compréhensible, mais qu'il y a une réponse, et c'est ça l'essentiel, et c'est ce que souhaite le gouvernement. Et c'est aussi ce que disait le Premier ministre à l'instant, c'est quand même une tâche indélébile aujourd'hui pour l'institution Sénat. Et ce sera difficile de faire passer ça auprès des Français. Vous savez, il n'y a jamais de tâche indélébile quand les hommes ont la volonté de montrer qu'il y a des principes républicains, des principes démocratiques. Il suffirait que la main tendue, la proposition du président du Sénat soit saisie par tout le monde et non pas. Donc c'est un appel que vous faites aujourd'hui. Et non pas parce que je souhaite défendre l'institution. Vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement. Oui, mais c'est bien de défendre l'institution. Pas simplement. Je pense, même si les Français parfois ont le sentiment contraire, même si tous les démagogues disent le contraire, dans une démocratie moderne, il faut 2 chambres, il faut un bicamérisme. Et je suis partisan du bicamérisme. Encore faut-il que ceux qui prétendent l'être mesurent bien aujourd'hui les dégâts et justement portent ensemble le flambeau du Sénat et donc du bicamérisme. Quelques mots quand même sur l'affaire Dieudonné également. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision de justice, même si elle est difficilement de faire de commentaires sur cette décision. Vous attendez également la décision de la Cour d'appel. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Si le spectacle a lieu, il a gagné. 2 choses d'abord, sur le plan juridique et sur le plan politique. Sur le plan juridique, la décision du tribunal administratif, du juge des référés de Nantes, apporte un élément positif à la démarche que nous avions engagée, à savoir, sans rentrer trop dans le détail, qu'il considère que les atteintes à la dignité humaine font partie de troubles à l'ordre public. Et c'était ça la bataille juridique, et de ce point de vue-là, on a obtenu satisfaction sur ce qui était le cœur de la circulaire. Ensuite, le juge dit, mais je n'ai pas dans mon dossier les éléments qui prouvent que ce spectacle-là porte véritablement atteinte à la dignité humaine. Nous en sommes là, vous l'avez dit, le Conseil d'État, peut-être dans quelques heures, va statuer. Mais dans cette affaire, l'idée de montrer sa détermination, ça veut dire qu'il faut mener toutes les batailles juridiques, les batailles politiques et les batailles juridiques avant que le spectacle n'intervienne et les batailles juridiques après si le spectacle a lieu. La bataille continue. Quoi qu'il arrive. La bataille doit continuer parce que ça ne peut pas être autrement. Personne ne peut continuer dans ce pays à penser qu'il puisse y avoir une confusion entre l'antisémitisme et la liberté d'expression. Ça n'est pas la question. L'antisémitisme, c'est un délit. Et quand il y a des délits qui se produisent régulièrement dans des salles où des gens vont payer pour assister à ce spectacle-là, eh bien, on est en dehors de la liberté d'expression. C'est le message du gouvernement et nous ferons tout pour que ça se reproduise. Le gouvernement reste mobilisé, évidemment, sur ce cas Dieudonné. Totalement, juridiquement et politiquement. Merci beaucoup Alain Vidalis d'être venu en direct sur notre antenne pour répondre à toutes ces questions. Autre thématique que nous allons développer tout de suite, celle des trains à matière radioactive qui traversent un petit peu la France, un petit peu partout, qui traversent toutes les villes. Un train a déraillé près de Drancy, c'était le 23 décembre dernier. Un train chargé de matière radioactive. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs, mais une inquiétude. Et écoutez le ministre, monsieur Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, à ce propos. Vous nous interrogez enfin sur la filière MOX. Le président de la République, lors du Conseil de politique nucléaire d'octobre 2012, a réaffirmé la stratégie de retraitement des combustibles usés et de réemploi dans les réacteurs français des matières fissiles et extraites sous la forme de combustible MOX. Merci, monsieur le ministre. La réglementation internationale impose le retour dans le pays d'origine de ces matières et c'est donc la nécessité de transport sécurisé qui s'impose. Voilà, nous allons parler de ce problème avec vous, Madame Aline Archimbaud, sénatrice écologiste de Seine-Saint-Denis. On va en parler. On parlera d'autres thématiques, évidemment, avec Monsieur Bockel qui nous a rejoint, Jean-Marie Bockel, sénateur UDI centriste. Nous allons en parler dans un instant. Vous présentez un livre que vous sortez dans très peu de temps, Trajectoire plurielle. On en parle juste avant avec Aline Archimbaud, ces trains de déchets qui traversent la France, ce train qui a eu lieu, cet accident qui a eu lieu près de Drancy. Quel bilan est-ce que vous en faites? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'un accident beaucoup plus grave n'arrive? Ça n'est pas la première fois qu'il y a un accident en France sur ces questions. Et depuis des années, les élus locaux et la population et un certain nombre d'associations et même des syndicats de cheminots s'inquiètent
de la situation. Ce qui s'est passé le 23 décembre, c'est qu'un wagon chargé de matières radioactives a quitté les rails en pleine gare de Drancy, à 50 mètres des habitations, à 100 mètres du quai du RER B. Et donc, mais c'est général en France, on a environ 200 à 300 convois ferroviaires par an qui sillonnent le pays et qui, en effet, transportent les déchets des différentes centrales nucléaires vers La Hague. Ensuite, beaucoup de convois repartent dans le sud de la France, sur Marcoule. Le ministre n'a pas répondu à ma question, notamment à la proposition que je faisais, qu'on stocke les déchets des centrales, qu'on les entrepose à côté des centrales, à côté de chaque centrale, plutôt que d'avoir un train qui traverse la France et qui traverse toutes les villes. Des dizaines de convois qui circulent dans toute la France et qui vraiment provoquent un risque énorme pour les populations. Imaginez, ce wagon ne s'est pas renversé. Ce wagon aurait pu heurter un train en pleine vitesse, un RER, aurait pu heurter un quai, aurait pu heurter une maison. On imagine, même s'il circulait, lui, à vitesse réduite, en effet, 30 km/h, on imagine qu'il heurte un train en pleine vitesse. Donc, il faut. Ce problème est récurrent et je crois qu'il faut Pourquoi absolument. est-ce que selon vous, vous n'entendez pas de réaction de la part de l'État? Parce que apparemment, le ministre n'a pas répondu à tel que vous le vouliez à votre question. Est-ce que selon vous, il y a une forme d'omerta sur ce propos? Comment? Est-ce que selon vous, il y a une forme d'omerta? On ne veut pas dire vraiment la vérité aux Français? Pour l'instant, les choses restent très opaques. Alors, le ministre a fait une annonce intéressante, c'est qu'il a le 16 janvier une réunion, je crois, j'ai bien compris, en préfecture. J'espère que je pourrai y participer. Et d'autre part, il annonce une expertise demandée rapidement au réseau, aux sociétés SNCF et RFF sur l'état des rails. Mais au-delà de cela, si vous voulez, c'est un problème de sécurité civile dans tout le pays. Le risque zéro n'existe pas, on le sait, mais comment l'interdiction ne peut pas, elle, toute seule, tout régler. Mais même les cheminots qu'on a vus autour de ce wagon n'étaient pas équipés du tout, ni de vêtements, ni de dosimètres, ni de vêtements spécifiques. On a là une situation qui, encore une fois, du point de vue de la sécurité de nos concitoyens, sécurité civile, pose un problème. En tant que parlementaire, je ne suis pas la première à le faire, j'alerte le gouvernement. Je pense qu'il faut prendre des mesures rapidement et qu'à moyen terme, il y a une seule solution possible, en attendant le respect des engagements du président de la République de diminuer la filière nucléaire de 50%, c'est de stocker les déchets radioactifs à côté de chaque centrale, de façon à supprimer ces transports. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner sur notre antenne à propos de ces trains transportant des déchets radioactifs. Merci beaucoup. Jean-Marie Bockel, je le disais, donc vous allez sortir un livre dans très peu de temps, Trajectoire plurielle, aux éditions Alfarès, c'est bien ça? Le 16 janvier, Le 16 janvier, très prochainement. 16, oui. Vous avez été secrétaire d'État à la coopération à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous expliquez dans votre livre pourquoi est-ce que vous avez été limogé de ce poste, hein, tout simplement parce que vous avez beaucoup dénoncé la France-Afrique. Mais il n'y a pas que ça dans votre livre. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Ce livre, c'est mon parcours politique, ministre de Mitterrand et de Sarkozy. Et j'explique qu'au fond, je suis dans la continuité d'un engagement social-libéral qui d'ailleurs redevient aujourd'hui d'actualité, vous l'avez vu. Non mais moi, si vous voulez, j'ai pris cette orientation au milieu des années 95, après la période de l'or, dont j'étais proche d'ailleurs avec François Hollande et d'autres, mais malheureusement, il y a eu ensuite la période Jospin qui a été un peu à contretemps de ce qu'il fallait faire en France. Et ensuite, eh bien, il y a eu ce Parti socialiste qui s'est peu à peu replié sur lui-même. Et effectivement, je raconte d'abord mon combat pour le faire évoluer, l'impossibilité d'y parvenir, et ensuite l'ouverture politique, avec effectivement quelques anecdotes. Quelques anecdotes et pas des moindres, parce que vous expliquiez qu'à l'époque, vous essayiez de convaincre François Hollande de s'avancer vers le social, comment vous appelez ça, social-démocratie? Social-libéralisme, c'est-à-dire en fait moderniser l'État, la société, l'économie, en ne laissant personne au bord du chemin, c'est cela. François Hollande, il est aujourd'hui social-libéral? Il l'était au départ, ça je peux en témoigner. Il a cessé de l'être quand il a été premier secrétaire du Parti socialiste parce qu'il se voulait l'homme de la synthèse et au fond il n'y avait pas de ligne politique. Il n'a pas tranché, notamment par rapport à une aile gauche qui se faisait beaucoup entendre. C'est encore le cas aujourd'hui. Dans ses paroles de Nouvel An,
il semble redécouvrir cette orientation, mais la politique, c'est aussi les actes et les preuves. Attendons la suite. Donc, si on vous entend quelque part, le François Hollande du 31 décembre 2013, il vous plaît un peu plus que celui du 30 décembre 2013 ? Vous savez, moi, je suis clairement dans l'opposition. Je suis à l'UDI, vous l'avez dit, mais j'ai envie que mon pays réussisse. Donc, je suis un peu sceptique par rapport à sa capacité de trouver une majorité pour faire sa politique, parce qu'on voit bien que ses amis ne le ménagent pas, et c'est normal, puisqu'avant de devenir président, il n'a pas annoncé la couleur. Mais tout ce qui peut aller dans ce sens, évidemment, je l'applaudirai. Je souhaite, encore une fois, je ne souhaite pas la politique du pire. Je demande à voir. Vous dites aussi dans votre ouvrage que le socialisme n'est plus qu'une coquille vide. Il continue à s'accrocher aux vieilles lunes du marxisme historique. C'est loin d'être tendre avec vos anciens amis quand même. En réalité, je ne veux pas dire que tous mes ex-amis socialistes sont fascinés par le marxisme. Mais j'étais quand même 34 ans au PS. Et je me suis rendu compte que c'était un peu, si vous voulez, l'étalon maître. Hein, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins de gauche par rapport à cette référence qui, historiquement, comme analyse de la société au XIXe siècle, c'est très intéressant. Mais comme mode d'emploi pour agir, convenons quand même qu'il y a des références plus modernes et plus actuelles. Et au fond, ce que j'ai longtemps reproché à mes amis, avant de finalement les quitter dans le cadre de l'ouverture, c'est d'avoir jamais fait leur aggiornamento, c'est-à-dire leur adaptation, l'adaptation de leur pensée aux enjeux d'aujourd'hui. Et les enjeux d'aujourd'hui, c'est mettre la France à niveau, la moderniser, tout en préservant la cohésion sociale. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui au Parti socialiste dont vous vous sentiriez plus proche ? Manuel Valls, par exemple. Mais vous savez, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de jeux. Valls, moi je l'ai connu, petit marquis de Jospin à une certaine époque. Il critiquait beaucoup ma démarche sociale libérale. Ensuite, il est devenu maire, il est devenu réaliste. Aujourd'hui, il est sur une posture, mais là aussi, moi je ne les juge pas sévèrement. Je dis, attendons de voir. Il faut à un moment donné qu'on ne soit pas simplement sur une posture plus ou moins à gauche, mais qu'on s'engage dans la réforme. Va-t-il le faire ? Hollande va-t-il le faire ? En tout cas, nous, au centre, nous sommes engagés clairement dans une démarche non pas d'opposition systématique, mais de réflexion sur ce qu'il faut faire en France aujourd'hui pour que nos concitoyens croient à nouveau dans la politique et que notre pays se rénove sans drame. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous critiquent en disant « il a quitté le PS, il n'a pas à nous juger » ? Mais je ne les juge pas. Je ne les juge pas. Quand vous dites le public du PS, c'est un fatras composite de minorités. Non, mais il y a des gens très bien partout. Agissantes. Non, il y a des gens très bien partout. J'explique simplement quel a été mon parcours. Moi, je suis un homme de fidélité. Rester 34 ans au PS, ça n'est pas être une girouette. Pendant 10 ans, j'ai essayé de le faire évoluer, et que ce soit Hollande, Strauss-Kahn ou d'autres me disaient « tu as raison, mais on ne peut pas le dire, les camarades ne comprendraient pas, etc. » Et à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai notamment été à un congrès où ces idées ont fait moins de 1%. Je n'en étais pas vexé, mais j'ai compris que je n'y arriverais pas. Voilà, que je n'y avais plus ma place. Et au fond, mes idées sont toujours d'actualité. Bien sûr, le monde bouge, il faut les adapter. Elles ne sont pas simplement d'actualité pour le Parti socialiste, elles sont d'actualité pour la politique française. Retrouver cet équilibre et sortir d'un certain nombre de freins qui nous empêchent de valoriser tous nos atouts. Trajectoire plurielle, je le rappelle, sortie donc le 16 janvier. C'est bien ça, hein, Jean-Marie ? C'est cela, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne suite des programmes. Nous en avons fini avec les questions d'actualité et on refait la séance. Bonne suite des programmes donc sur les chaînes parlementaires. À bientôt.